On va s'arrêter sur l'écoute de la chanson qui est un petit peu plus longue que ça, bien évidemment et je vais, heu, je vais partager le support de la présentation. L'idée, c'était simplement de par une chanson, de se mettre en route sur ce sujet de l'origine sociale et cette chanson d'Alain Souchon, explique très bien les différences selon les milieux d'où on vient, selon notre origine, avec cette notion dans la chanson du périphérique parisien. Donc ici et là, de chaque côté du périphérique parisien, c'est pas pareil, on suit pas les mêmes études, on a d'un côté Cannes, Hippocagne et de l'autre côté, c'est pas la même histoire. Donc voilà, je vous inviterai aussi à la réécouter si elle vous a plu. Ça permet de poser un petit peu le cadre. Alors on est aujourd'hui, entre, entreprises signataires de la Charte de la diversité sur le 4e webinaire, annuel dédié à l'origine sociale. Donc on a, pour ceux qui ont pu suivre les précédents, on a abordé déjà les questions des fondamentaux de la diversité, du handicap psychique, de l'interculturalité. On est aujourd'hui jusqu'à 9h45 sur le sujet de l'origine sociale. Quelques données chiffrées pour démarrer. Alors, on avait un questionnaire, certains l'ont peut-être vu dans le chat, mais on va également l'aborder directement ensemble avec des questions clés, se rappeler les gros chiffres, rappeler également les définitions de quoi on parle lorsqu'on parle d'origine sociale. Je voulais également vous présenter les principaux résultats d'études et puis les actions qui peuvent être engagées par les entreprises sur ce sujet de l'origine sociale. Je me présente également, Elisabeth Fuchs, je suis, directrice de projet diversité et inclusion pour l'association Les Entreprises pour la Cité, qui porte la charte de la diversité signée aujourd'hui par près de, 5 000 signataires en France. Donc voilà, c'est les éléments chiffrés que vous pouvez retenir, vraiment en séquence introductive. Quelques autres chiffres très intéressants à avoir en tête sur ce sujet d'origine sociale, ce sont les chiffres qui ont été présentés par l'enquête, à compétences égales parue en février dernier. Donc 64 des candidats et des salariés et 50 de recruteurs ont déjà été témoins d'un acte ou de propos pouvant être qualifiés de blessants liés à l'origine sociale. C'est ce qu'on a vu, tout à l'heure pour la statistique relative aux candidats et aux salariés. Donc c'est assez massif, hein. Les 2 tiers des candidats et des salariés, la moitié des recruteurs ont été témoins d'éléments sur l'origine sociale. Plus de 75 des candidats et des recruteurs pensent qu'il y a une forme de déni de la réalité de la discrimination liée à l'origine sociale. Alors, c'est sans doute lié à la méconnaissance du sujet ou alors pas de traitement spécifique. Plus de 50 des candidats et des recruteurs, pour plus de 50 des candidats et des recruteurs, on ne parle pas assez de ce sujet. Donc, on ne parle pas assez de la discrimination liée à l'origine sociale dans le monde du travail. 90 des recruteurs et des candidats estiment que l'origine sociale impacte le déroulé de carrière avec 2 moments clés. Le moment de l'examen du CV, on verra ce qui se passe spécifiquement sur l'examen du CV, et le moment de l'entretien. Et 67 des candidats à l'emploi, 49 des recruteurs estiment que les soft skills ont un lien avec l'origine sociale. Donc pareil, c'est assez massif. Alors sur le sujet des caractéristiques stigmatisantes citées par les salariés, ce qui est très intéressant à noter dans l'étude du MEDEF, c'est près de 80 des salariés estiment avoir une caractéristique potentiellement stigmatisante. Ce qui veut dire qu'on est tous concernés, qu'on soit alors ce qui arrive en tête, ce sont les seniors. On a ensuite la question de l'origine sociale. On a des personnes qui s'estiment en surpoids. On a la question de l'âge jeune, les personnes en situation de handicap visible ou invisible, le parcours scolaire, le fait d'avoir des enfants en bas âge, etc. Donc ces sujets de diversité, ces sujets de critères de discrimination sont massifs et massivement partagés. 80 des salariés estiment avoir une caractéristique potentiellement stigmatisante et 17 parlent d'origine sociale. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'au niveau des entreprises signataires de la Charte de la diversité, elles ont quand même plutôt pas mal travaillé sur ce sujet par rapport à d'autres. Parce qu'on voyait tout à l'heure que, certains candidats, certains RH considéraient que, le sujet n'était pas assez traité, qu'il y avait une forme de déni. Vous voyez que, au niveau des entreprises signataires de la Charte de la diversité, elles ont travaillé à la fois sur les critères de sexe, sur les critères d'âge, sur les critères d'handicap, d'origine étrangère, d'âge, mais aussi d'origine sociale
qui arrive en 6e place dans les critères les plus traités et vous voyez que c'est quelque chose qui monte. Donc en 2017, on était à 47 2019, 48 et 2021, 52 Donc une prise de conscience assez significative, par les entreprises signataires, donc par vos entreprises, hein, dont vous faites partie, sur l'importance de traiter ce critère d'origine sociale. Donc c'est des baromètres qu'on organise tous les 2 ans pour estimer, évaluer, les champs sur lesquels les entreprises travaillent. Et c'est donc fait l'objet d'une attention plus forte de la part de nos entreprises, avec, la notion que l'origine sociale peut avoir un impact significatif, à la fois sur les trajectoires professionnelles, sur le recrutement et sur la carrière. Alors, quelques éléments de définition, de quoi on parle? Lorsqu'on parle d'origine, le critère est très, très large. Souvent, on pense à origine migratoire, origine ethnique, on pense à nationalité, on peut penser à origine géographique. Parfois, on aborde la question du lieu de résidence. Aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à la question du milieu social. Donc vous voyez que le champ de l'origine est très, très large. Hem Lorsqu'on parle de discrimination sur l'origine, encore une fois, le réflexe souvent est de penser à origine ethnique, racisme. Ici, on est sur le critère d'origine sociale modeste. L'origine sociale, c'est le positionnement originel d'un individu dans la société qui est lié à sa naissance, qui est lié à sa famille, qui est lié à une catégorie socio-professionnelle à laquelle appartient sa famille ou à un milieu socio-économique. Donc c'est vraiment à ça qu'on va s'intéresser et on va distinguer cet élément de l'ensemble des autres. Alors, vous avez peut-être vu, c'est pas tout récent maintenant, alors selon l'âge que vous avez, peut-être que certains sont passés à travers, mais je vous encourage vraiment à le voir. Ce film, La vie est un long fleuve tranquille qui dépeint, 2 familles, dont certains se souviennent peut-être, la famille Groseille, la famille Lequesnoy. Certains apprécient, certains se souviennent et cette image illustre assez bien les différences auxquelles on est confronté selon la famille dans laquelle on est. Vous avez les Groseilles, vous voyez, des enfants, bon, ils sont là avec leurs parents qui manifestement sont d'un milieu social, différent de la famille Lequesnoy. Pour ceux qui ont vu le film, vous voyez que dans le film, monsieur Lequesnoy a un bon poste, madame Lequesnoy est dédiée à ses enfants, la famille n'a pas de difficultés, manifestes de ressources. Dans l'histoire, alors ce qui est amusant, c'est que les enfants sont confondus à la naissance et vous voyez que tout ça est hyper déterminant sur la suite, en fait, du parcours des jeunes. Donc l'origine sociale, c'est tout simplement la position d'une personne dans une structure sociale en fonction de divers aspects liés à son contexte familial et économique. Et ça va déterminer toute une série de choses. On voit les éléments de revenu familial, on voit la question du revenu d'éducation du niveau pardon, d'éducation des parents, niveau de diplôme des parents, de la profession des parents qui peut être déterminante et d'autres facteurs socio-économiques auxquels les enfants peuvent être, exposés, de façon positive ou alors manquer de certains éléments, notamment des éléments, culturels. Je vous remets aussi, ici, les images qu'on a vues en début pour ceux qui ont pu se connecter dès le démarrage, hein, les images d'Alain Souchon avec la chanson «Ici et là». Quelques éléments de texte aussi que je vous inviterai à regarder si vous avez le temps par la suite. Le texte est vraiment intéressant sur la différence finalement de chance, l'inégalité de chance selon notre naissance. Donc d'un côté, d'un côté, Cagne, les grandes écoles, Normal Sup et de l'autre côté, eh ben, c'est pas du tout pareil. Beaucoup plus de difficultés, notamment, bah, accéder à des études supérieures, parfois le cumul aussi, d'une formation, et d'un emploi en même temps pour financer les études. Ce qui est important de savoir, c'est que, ben, dans la vie courante, comme pour toutes les formes de discrimination, on va observer, on va opérer des distinctions selon, les personnes auxquelles on est, confronté. Ces distinctions sont souvent assez naturelles et inconscientes. Ça peut être sur le nom, ça peut être sur le prénom, sur la couleur de peau, sur l'accent, sur le style vestimentaire, sur les pratiques culturelles. Hem Et ça peut être extrêmement stigmatisant, heu, parce que, en fait, ces façons de considérer les personnes vont être liées à des stéréotypes, des représentations
qui traversent l'ensemble de la société et qui vont donner moins de chance à certaines personnes parce qu'elles seront, distinguées sur des attributs, sur lesquels elles n'ont pas la maîtrise. Donc ce visuel a pour objectif de vous rappeler l'importance de la vigilance qu'on doit tous avoir par rapport aux stéréotypes et par rapport à la discrimination, lorsqu'on rencontre quelqu'un. Alors sur la question de l'origine, sociale, hein, certains éléments, extérieurs vont nous laisser supposer certaines choses et on verra tout à l'heure que selon l'origine, on est bien moins traité. Bien moins bien traité. Alors origine, favorable, meilleur traitement évidemment, origine modeste, moins bon traitement. Je voulais également, vous remettre les formes de capital qui avaient été définies par Bourdieu. Hem, Souvent on pense au capital économique avant tout, aux différentes richesses, aux biens matériels, au niveau de revenus, mais les différences entre individus vont également être accentuées par l'accès à un capital culturel. Que ce soit culture générale, que ce soit les diplômes, que ce soit l'accès à certains musées, à certaines connaissances, à la culture, voilà, à la culture générale, mais aussi aux règles de savoir-vivre, de politesse, qui font que la personne saura mieux s'intégrer dans la société ou s'adapter par rapport à un contexte et notamment au contexte de l'entreprise. On a également la question du capital social, le capital social étant le nombre de connexions, professionnelles, personnelles dont chacun dispose, la capacité à mobiliser un réseau, par exemple, lorsqu'on cherche un stage, lorsqu'on cherche un emploi ou pour solliciter quel que soit le sujet. Et puis le capital symbolique qui peut être lié à un prestige par rapport à une famille, qui aurait plus de prestige, qu'une autre, parce qu'on a des éléments extérieurs de richesse. Parce que la famille, sera connue, dans telle ville, dans tel lieu, parce qu'elle a un historique, et tous ces éléments vont, mettre en place un rapport de domination, souvent implicite, sous-entendu, mais bien réel, avec ces éléments symboliques extérieurs qui peuvent être liés à la tenue vestimentaire, au choix de certains sujets. On va parler de sujets plus exigeants, liés à la littérature, liés à certaines formes d'art auxquelles d'autres n'auraient pas accès. Richesse également du vocabulaire, façon de prononcer certains mots, habitudes sociales ou gestes de politesse qui font qu'on va, bah, naturellement, visiblement, être, plutôt, une, catégorie sociale ou marqueur d'une catégorie sociale que dans l'autre. Et ça, c'est assez subtil, et ça va forger en fait le parcours, des individus dès la naissance. Alors pareil, une multiplicité d'inégalités auxquelles sont confrontées les classes sociales les plus modestes. Inégalité face à l'école, 21 des élèves de troisième vont subir finalement un choix d'orientation, qui correspond pas à leur premier vœu. Abandon aussi, plus régulier à l'école pour les jeunes. Inégalité face à l'emploi, alors face à l'emploi, face au stage. Inégalité aussi, dans le chômage, proportion de personnes d'origine modeste plus fréquemment au chômage. Inégalité dans les revenus. Alors il y a une étude toute récente de France Stratégie qui, définissait une différence de niveau de revenu de 1 100 € en moyenne entre les personnes d'origine modeste et les personnes d'origine plus favorable, moins, voilà, qui avaient de meilleurs revenus à la base. Inégalité aussi face à la santé, avec une espérance de vie plus courte, pour les personnes d'origine modeste, également un moindre accès aux soins, une détection plus tardive, des problèmes de santé, des maladies invalidantes, des cancers. Inégalité face au logement, difficulté à épargner, inégal accès à la location, toute une série d'éléments qui vont faire que ce sera plus difficile pour les personnes d'origine modeste. Ces sujets-là vont ensuite se retrouver, sur tout le continuum d'inégalité, de la famille jusqu'à l'emploi. Vous avez là un graphique, très intéressant qui a été rédigé par, la Fabrique des inégalités à l'école, du SNESCO en 2016, avec donc la famille, les inégalités sociales au départ, du temps d'enseignement à l'école, plus court pour les personnes d'origine modeste, de la ségrégation spatiale, donc avec des familles, d'origine modeste qui vont pas, pouvoir scolariser leurs enfants dans les mêmes établissements, un climat scolaire différent, des inégalités de traitement donc dès l'école, avec aussi, une hausse des écarts de niveau entre les élèves favorisés et défavorisés,
Les élèves favorisés vont avoir davantage d'accès à des cours privés, par exemple. Tout ça va alimenter des inégalités de résultats. Une orientation plus contrainte qu'on va voir notamment avec une fracture au niveau de la troisième. Plus souvent de l'enseignement pro pour les enfants d'origine modeste, qui va générer aussi de l'autocensure, un manque d'information, donc on n'a pas forcément de l'information pour accéder à toutes les formations qui mènent donc aux parcours les plus prestigieux. Des enseignements aussi qui peuvent avoir moins confiance envers, certains élèves et puis ensuite des inégalités de diplomation, les jeunes qui vont pas avoir, accès au même niveau de diplôme, potentiellement des effets de décrochage et sur l'insertion pro, insertion plus faible des élèves défavorisés, moins de réseau personnel et professionnel. Donc tout ça se retrouve de façon, finalement linéaire et accentuée au fur et à mesure que l'enfant va grandir. On a également, pu, cartographier ces différences donc sur les champs éducation, recrutement, évolution de carrière, donc avec des freins qui vont s'inscrire. Donc sur l'éducation, différence d'accès aux études, problématiques de bourse, du coût élevé de certaines filières, problématiques de culture et d'ambition différentes selon les milieux sociaux, avec parfois des parents qui vont décourager leurs enfants en disant: «Mais non, mais ça, c'est pas pour toi, on t'attend pas là-bas, peut-être que tu vas pas gagner suffisamment parce qu'on ne connaît pas assez le sujet». Moindre connaissance des voies de formation, problématique aussi d'absence de rôle modèle, et moindre accès à l'enseignement, supérieur, donc pour les personnes d'origine modeste. Avec aussi des phénomènes d'autocensure, hein, tout au long à la fois du parcours scolaire, puis au niveau de la carrière. Sur le recrutement, on va le voir aussi sur l'étude à compétences égales, on peut observer des sélections par le diplôme, sélection par le prestige de l'établissement, donc le nom de l'établissement scolaire, va être déterminant. Pertinence aussi et qualité des stages réalisés, et des premières expériences professionnelles qui seront plus riches pour les jeunes d'origine, favorisée. Un réseau moins efficace pour les jeunes d'origine modeste. On va voir aussi l'importance des soft skills, moins maîtrisés par certains jeunes qui vont, du coup, les entraver à la fois sur le temps de l'entretien et puis après sur le temps d'évolution de carrière, au moment des possibilités de mobilité ou de promotion. Également cette culture du diplôme qu'on voit à la fois sur le recrutement, mais aussi, au moment des mobilités, et le réseau qui reste toujours, moins efficace pour les personnes d'origine modeste, lorsqu'il s'agit, d'appréhender l'évolution de carrière. Donc toute une série d'éléments qui vont, fragiliser les personnes d'origine modeste sur des temps importants. Et puis les phénomènes d'autocensure. Les inégalités vues par les jeunes, alors ils en ont conscience. L'Observatoire des inégalités a fait des campagnes et continue à faire des campagnes, prendre conscience et partager, sur ce sujet-là, prendre, des mesures aussi pour attraper les inégalités. Je vais vous lancer le film, «L'ascenseur social est-il bloqué?» parce que pareil, c'est un très court métrage, mais qui dit très bien les choses, les différences entre les jeunes selon leur origine. Troisième étage. Ouais, je te laisse gérer avec les investisseurs. Là, j'ai une vidéoconférence avec. Deuxième étage. Quoi? Mais pourquoi pas moi? Premier étage. Quoi? Pourquoi pas moi? Deuxième étage. Quoi? Mais c'est parce que j'avais demandé. Halte aux préjugés. Ensemble, combattons les inégalités.
Voilà, donc ça, c'est un film qui a été réalisé par, des jeunes, dans le cadre d'un concours, de l'Observatoire des inégalités. Je vais relancer le support en même temps et on se rend compte que les jeunes ont parfaitement conscience de ce qui se passe, enfin, notamment, ces jeunes-là qui ont fait ce visuel pour, sensibiliser le collectif, donc à la fois d'autres jeunes, de différentes classes, mais aussi, la société plus largement, sur les inégalités, de chance selon les milieux sociaux. Si on va dans les études, hop, donc en principe le support devrait, à nouveau être partagé. Quelques études très significatives à avoir en tête sur la question de l'origine sociale, significative et récente aussi. Donc l'étude à compétences égales sur laquelle on va faire quelques focus et puis l'étude du CEREC, parlant d'implacables effets de l'origine sociale sur les parcours scolaires et sur, l'insertion, professionnelle. Sans aller dans le détail, mais pour vous donner les grandes lignes, parce que tout ça, c'est bien trop long, hein, pour tout développer. Ce qui est intéressant au niveau du CEREC, c'est que l'étude a confirmé, 2 choses, a donné, 2 indicateurs essentiels. C'est, la confirmée l'égalité de l'inégalité, dans l'éducation et l'emploi selon le milieu social, avec un impact sur le niveau et le type de diplôme atteint, on va y revenir, sur la rapidité d'insertion dans l'emploi, sur les caractéristiques de l'emploi occupé et puis, quelque chose d'extrêmement positif, c'est le fait que l'alternance pourrait atténuer les inégalités sociales et les atténue effectivement. Donc on va voir cette question également de l'alternance. Alors, quelques éléments statistiques à avoir en tête qui sont hyper importants pour se rendre compte de la massivité du phénomène, c'est qu'au niveau du collège, on a autant d'enfants d'ouvriers que d'enfants de cadres. On a 23 d'enfants d'ouvriers et 23 d'enfants de cadres, au niveau du collège en classe de troisième. Un sociologue, Hugo Paletta, parlait du temps du grand partage à l'issue de la classe de troisième. Grand partage parce que, les élèves, les enfants d'ouvriers vont plus, massivement aller, dans des filières professionnelles et technologiques, au moment du lycée, quand les enfants de cadre vont plus massivement aller dans les voies générales. Donc on se retrouve avec, 6 fois plus d'enfants d'ouvriers, par exemple, au niveau, des formations en CAP, et 2 fois moins d'enfants d'ouvriers dans les filières, générales. Vous voyez, 36 d'enfants de cadre et seulement 15 d'enfants d'ouvriers dans les filières générales au niveau du lycée. Si on continue, ensuite évidemment tous ces phénomènes s'accentuent. On a seulement 11 d'enfants d'origine modeste qui parviennent à un diplôme de l'enseignement supérieur. C'était l'une des questions initiales, hein, du sondage, quand 55 des enfants de cadre arrivent à un niveau d'enseignement supérieur, donc ça va être du bac+3 scientifique, littéraire, école de commerce, école d'ingénieur, doctorat, les études les plus prestigieuses qui vont emmener aux fonctions de direction, notamment dans les entreprises. Vous voyez aussi sur le graphique, donc la part d'enfants de cadres et d'enfants d'ouvriers qui se réduit au fur et à mesure que les études, s'allongent. Donc au tout début du graphique, collège, 23 on a égalité des 2 côtés. Et si vous allez jusqu'au bout du graphique, dans les classes préparatoires, on a 53 d'enfants de cadres pour seulement 7 d'enfants d'ouvriers. Et en école normale supérieure, on a 63 d'enfants de cadre pour seulement 2 d'enfants d'ouvriers. Donc ce phénomène est absolument massif. L'étude du CEREC va montrer aussi les phénomènes d'abandon d'études et les raisons des abandons d'études. 43 des enfants de ménages à dominante ouvrière ont arrêté leurs études pour des motifs extrascolaires, notamment difficultés financières, difficultés personnelles ou familiales, distance trop importante entre le domicile et la formation souhaitée ou pas trouver d'employeur pour la formation en alternance. Là, les entreprises peuvent vraiment jouer le jeu, faire quelque chose. Prêtez toute l'attention possible aux CV qui vous arrivent, de certains jeunes qui peuvent vous paraître d'origine modeste. Donc faites vraiment attention à ces CV-là parce que l'aide que vous pourrez leur apporter va être absolument déterminante. Et donc décrochage, hein, vous voyez, 43 pour des enfants de ménage à dominante, ouvrière versus 23 pour les enfants de cadre, donc sur les raisons de l'abandon, d'études. Avantage de l'alternance, donc ça pareil, c'est l'étude du CEREC qui le présente. L'alternance va permettre de rattraper significativement les inégalités, d'origine.
Vous voyez sur le graphique, pour les jeunes issus de familles à dominante ouvrière, on est sur la part de jeunes en emploi en octobre 2020. Alors, c'est des jeunes qui sont sortis de formation en 2017, donc là, on est sur plus 3 ans. Ceux qui n'ont pas suivi d'alternance sont à 75% en emploi au bout de 3 ans, alors qu'ils sont 84% lorsqu'ils sortent d'alternance, et on voit qu'ils ont presque rattrapé les enfants de cadres. Donc on est à 84% pour les enfants d'ouvriers versus 87% pour les enfants de cadres. Donc c'est vraiment un élément très très positif de l'étude, et donc essayez de, autant que faire se peut, de vous intéresser donc aux enfants qui recherchent de l'alternance, qui peuvent être issus de milieux plus modestes. Donc l'alternance peut être un levier de pré-recrutement. De même, là, toujours l'étude du CEREC va montrer les différences sur l'emploi à durée indéterminée entre la voie scolaire et l'alternance. Vous voyez, de 67%, on passe à 80% sur l'emploi à durée indéterminée. Et pareil, sur le temps partiel, une réduction significative des emplois occupés à temps partiel. Alors, dernière étude, et puis je vois que le temps passe, l'étude à compétences égales et Monster, qui est très intéressante aussi sur ce sujet-là, qui est toute nouvelle, qui a interviewé 236 personnes, candidats et salariés qui n'étaient pas spécialistes du recrutement. C'est les personnes qui, dans les graphiques, vont être présentées en violet. Et puis également 136 réponses côté dirigeants, managers et RH. Donc au total, 382 répondants pour cette étude qui est parue en février 2023. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que les deux types de profils, à la fois les non-recruteurs, hein, les salariés candidats, et les recruteurs, ont tous été victimes ou témoins, c'est-à-dire exposés à un moment donné aux questions d'origine sociale sur le lieu de travail. Ce n'est pas un sujet qu'ils ne connaissent pas. Enfin, quand je dis tous, c'est qu'une large proportion. Si on leur pose la question qu'on leur a posée, avez-vous été victime? Oui, une ou plusieurs fois. On est sur 39,5% pour les experts du recrutement, dirigeants, managers, RH. 47,72% pour les candidats et salariés, donc presque la moitié. Et témoins, c'était le chiffre de tout à l'heure, hein, près de 2/3 des salariés qui ont été témoins de propos blessants ou d'actes blessants liés à l'origine sociale, et près de 1 recruteur sur 2. Donc il y a vraiment une conscience de ce sujet-là. Après, la question du traitement, c'est comment faire. On va avoir des éléments de réponse en fin de webinaire. À quel moment est-ce que ce critère d'origine sociale est le plus impactant? On le voit, c'est surtout au niveau du CV. Lorsque le CV est reçu, les candidats et les recruteurs ont répondu de façon assez homogène. C'est le lieu des études qui va être déterminant, c'est le prestige, notamment de l'établissement scolaire, c'est le lieu aussi des stages et des expériences professionnelles. Un jeune qui a pu, par exemple, faire un stage chez L'Oréal va être largement avantagé, par exemple, au recrutement, par rapport à un autre stage un jeune dont le nom de l'établissement sera moins connu. Le fait aussi d'avoir une certaine richesse de stages et d'expériences professionnelles au moment de la première candidature va être déterminante. Et puis, en filigrane également, le lieu de résidence, le nom, vont être évoqués comme éléments discriminatoires au moment de la présélection du CV. Deuxième point assez majeur de discrimination potentielle, c'est le moment de l'entretien d'embauche, avec des éléments cités donc, par les deux types de profils, hein, que ce soit les salariés candidats ou par les recruteurs, qui vont évoquer la question du niveau de langage des candidats et de la manière de s'exprimer avec un langage plus riche pour les jeunes d'origine favorisée, les questions aussi de politesse, d'attitude corporelle qui vont se retrouver au moment de l'entretien. Et on voit que dans l'ensemble de la carrière finalement d'un collaborateur, c'est ces deux moments qui vont être absolument clés, le moment de la présélection du CV et le moment de l'entretien, qui peuvent générer le plus de discrimination sur l'origine sociale. Sur le temps de mobilité interne, c'est moins évident. Ça existe toujours, mais c'est moins évident. Donc vraiment point de vigilance sur ces deux premières étapes. Et je rappelle le chiffre qu'on avait en début de webinaire, plus de 9 répondants sur 10, toute population confondue, estiment que l'origine sociale impacte l'accès à l'emploi et le déroulé d'une carrière.
Les grands chiffres à retenir également, les grands points clés. 3 facteurs en lien avec l'origine sociale sont particulièrement discriminants pour les candidats et pour les RH. Donc la question des établissements fréquentés, des lieux de stage, des premières expériences professionnelles, la question des codes sociaux, donc niveau de langage, comportement, attitude corporelle, les vêtements, le respect des règles de politesse et le réseau professionnel, le fait d'avoir ou pas un réseau qui peut aider. Surtout sur l'accès aux postes à haute responsabilité, que les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, d'origine modeste, peuvent avoir, moins de chances d'accès, ou des postes aussi en lien avec les clients. Donc tout ce qui est, contact client, et encore une fois, donc le chiffre qu'on avait en début de webinaire, 75 des candidats comme des recruteurs pensent qu'il y a une forme de déni de la réalité, de la discrimination liée à l'origine sociale dans l'emploi. Est-ce qu'il y a un lien entre compétences et origine sociale? Ça, c'est un point important par rapport à ce qui peut être fait, notamment par les entreprises. Là-dessus, les avis sont un peu plus partagés. Les candidats et salariés sont 67 donc plus de 2 tiers, à faire un lien entre soft skills et origine sociale, donc estimant que les personnes d'origine, plus favorisée vont être plus à l'aise avec les soft skills recherchés aujourd'hui dans les entreprises. Les RH sont un peu plus mesurés, bon, ils sont à 40 à l'estimer, mais en voyant effectivement dans cette question de soft skills potentiellement un handicap pour les personnes d'origine, sociale plus modeste. Alors quelle solution apporter? Alors on a repris encore une fois ici, les éléments, apportés par l'association à compétences égales. 10 grandes recommandations qu'on peut classer un peu par thématique. On ne va pas aller dans le détail de tout ça et on vous invitera à vraiment, aller consulter, l'étude de façon plus approfondie. Ce qu'on voit, c'est que tant au niveau du recrutement que sur l'évolution des carrières, on a des éléments qui sont liés aux soft skills, avec notamment, choisir des soft skills tout à fait en lien avec l'emploi à pourvoir et pas aller s'intéresser à des compétences, qui n'ont pas de lien direct avec le poste. Sur les questions aussi des tests, parfois on a des tests de personnalité qui peuvent être, déployés dans les entreprises. Ne pas s'attacher uniquement aux résultats des tests mesurant les soft skills, parce qu'elles peuvent faire l'objet d'un peu plus d'interprétation et être moins objectives. Valoriser les soft skills aussi clairement que les savoirs et les savoir-faire, donc voir de quelle façon objectiver ces soft skills et puis proposer des formations en interne pour tous les collaborateurs de manière à mieux comprendre ces soft skills dès la prise de poste et de manière très, très régulière. Autre chose, c'est les éléments plus en bleu, se défaire des parcours écoles stéréotypés. Se dire, voilà, c'est pas parce que le jeune vient de telle école que forcément, ce sera le candidat idéal. Notamment s'ouvrir aussi plus au profil universitaire. Sur la partie évolution de carrière, de la même façon, se défaire de, ce critère de diplôme et vraiment s'attacher davantage aux questions des compétences développées par les collaborateurs. On a la question en bleu plus clair de la sensibilisation aux stéréotypes, comme on le voit aujourd'hui, hein, essayer d'organiser des temps d'échange sur les stéréotypes liés à l'origine sociale. En vert, ne pas s'intéresser forcément aux loisirs. Alors j'ai mis le visuel du tennis, il y a certains loisirs qui vont être plus en mimétisme à certaines classes sociales et où il y aura plus de connexion et d'évidence. Donc ne pas s'intéresser à ces critères-là qui peuvent être en faveur d'autres jeunes d'origine plus modeste. Et puis la question du baromètre, qui a pu être évoqué déjà dans l'index diversité qui est en cours de réflexion au niveau du gouvernement, voir dans quelle mesure certains collaborateurs peuvent se déclarer eux-mêmes d'origine sociale plus modeste. On l'a vu par exemple dans le questionnaire du MEDEF, dans le baromètre de l'égalité des chances, et voir dans quelle mesure des personnes qui pourraient se déclarer d'origine sociale plus modeste peuvent voir leur évolution de carrière freinée dans l'entreprise et quelles peuvent être, par exemple, les actions à engager sur ces sujets-là. Donc, question de la mesure et des baromètres. Soft skills versus hard skills, simplement, voilà, là c'est un exemple type, vous avez un comptable par exemple, les hard skills, ça va être sa capacité à élaborer et suivre un budget, on va être dans les savoir-faire techniques. Soft skills, c'est son savoir-faire relationnel, avoir le sens du client, le sens du service. Et c'est sur ces parties soft
que potentiellement certaines personnes d'origine modeste peuvent être moins favorisées. On a remis également les éléments de l'étude Monster qui rappellent les soft skills les plus appréciés par les recruteurs, que ce soit l'adaptabilité, l'esprit d'équipe, la rigueur, motivation, etc. C'est des choses qui sont parfois un peu plus difficiles à mesurer, donc point de vigilance et sensibiliser vraiment les collaborateurs à ces sujets-là, de façon à les mettre à l'aise. Alors, dernier visuel, et pas des moindres, c'est effectivement aussi sur la partie solution. Quelles clés donner justement aux jeunes et aux moins jeunes d'origine sociale plus modeste? On a parlé de l'alternance, de l'importance et de son impact. Il y a la question aussi des rôles modèles transclasses, avec notamment un podcast à écouter, Voyage transclasse, histoire de ceux qui ont quitté leur milieu d'origine, donc des rôles modèles qui peuvent être présentés à tout le monde. Également les sujets d'égalité des chances dans l'éducation et les actions en entreprise. Alors, il se passe beaucoup de choses dans l'éducation et c'est vrai que c'est là qu'il faut vraiment concentrer les efforts. Alors, les questions des bourses, par exemple, des entreprises qui peuvent soutenir des jeunes par la bourse, les cordées de la réussite avec des établissements d'enseignement supérieur qui souhaitent mettre en lien avec des collèges d'origine moins favorisée, le mentorat aussi largement développé, les actions de développement du capital culturel pour des jeunes d'origine plus modeste. Les stages de troisième aussi, c'est le moment maintenant, hein, pensez aux stages de troisième et au temps que vous pouvez consacrer aux jeunes d'origine plus modeste. J'ai remis Innov Avenir aussi, le programme LEPC de découverte des métiers. Et puis, les ateliers et concours d'éloquence qui peuvent également aider les jeunes, notamment d'origine plus modeste. Dernier point, c'est sur la partie entreprise. On a parlé des baromètres. On a parlé aussi des actions de développement des soft skills, évolution interne aussi, sans tenir compte forcément du diplôme, et développer des réseaux diversité en interne. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Rendez-vous l'année prochaine pour 4 nouveaux webinaires de la Charte de la diversité. On sera l'année prochaine aux 20 ans de la Charte de la diversité avec tout un programme en cours de préparation. Rendez-vous le 9 février pour les fondamentaux de la diversité, le 2 avril sur l'égalité professionnelle et le sexisme, le 18 juin pour l'apparence physique et le 8 octobre sur le handicap invisible. On vous remercie, merci à toutes et à tous pour votre attention. On se redonne rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau webinaire donc, consacré à la Charte de la diversité. Excellente journée. Au revoir.